j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça m'est pas arrivé très souvent au cours de mon expérience de youtubeuse, mais ça m'est déjà arrivé à quelques reprises. Là, je vous retrouve pour vous filmer pour la deuxième fois une même vidéo, tout simplement parce que j'ai eu un souci avec l'appareil photo lors de la prise précédente. Donc je me sens un petit peu agacée parce que j'ai peur de ne pas faire aussi bien que la fois précédente. Je vous tourne une vidéo pour vous donner mon avis sur mes lectures du mois de juillet. Forcément, plus on attend, moins c'est frais dans ma tête. Et puis l'aspect perte de temps aussi, perte de temps, perte d'énergie. J'étais partie pour vous filmer une autre vidéo. Finalement, bah voilà, je vous en tourne les deux aujourd'hui en espérant que je sois quand même relativement concise pour avoir le temps de vous tourner ces deux vidéos avant que les petits ne se réveillent de la sieste. Mais voilà, c'est les aléas de la vie, donc je ne perds pas plus de temps. Comme je vous le disais, aujourd'hui on va vous parler... Comme je vous le disais, aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures du mois de juillet. J'ai pas énormément lu, ce qui était assez prévisible puisque grandes vacances oblige, j'ai les deux enfants avec moi à la maison et j'ai moins de temps à consacrer à la lecture. Je suis peut-être un petit peu moins concentrée aussi lorsque je lis parce que je me fais interrompre plus régulièrement. Donc pour toutes ces raisons, plus le fait qu'on est parti un petit peu à droite à gauche en vadrouille, eh bien j'ai un peu moins lu. J'ai un petit peu moins lu, mais j'ai quand même eu encore un coup de cœur ce mois-ci, donc tout va bien, l'honneur est sauf. Je vais vous parler seulement de 4 livres dans cette vidéo et pas des 6 que j'ai lus parce que je vous ai déjà tourné un vlog très complet au cours du mois de juillet dans lequel eh bien, je donne mon avis sur 2 livres. Il n'empêche que je vous les présente quand même toujours par ordre d'appréciation, de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus apprécié. Et en 6e place, on va dire que le livre qui m'a le moins convaincu au cours du mois de juillet, eh bien c'est le tome 6 de L'Assassin Royal de Robin Hobb. Ça fait partie de ces 2 livres dont je ne vous parlerai pas dans cette vidéo parce que je vous ai déjà dit tout ce que j'avais à dire concernant cette lecture dans mon précédent vlog. En revanche, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai mis au tome 6 de L'Assassin Royal la note de 3 sur 5. C'est la même note que j'ai décidé de mettre au premier tome des Dames de Marlowe Enquête. Donc c'est un récit écrit par Robert Sorogood. C'est sorti aux éditions La Martinière et il s'agit d'un Cozy Mystery, d'un premier tome de Cozy Mystery dont le tome 2 est prévu normalement pour cette année. Donc j'espère que ce sera prévu pour la rentrée. En tout cas, je me suis régalée avec ce premier tome. Bon, on n'est peut-être pas à la hauteur d'un détective du Yorkshire ou qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi, les enquêtes d'Anna Swenson ou d'un Agatha Raisin, mais je dois dire que c'était quand même extrêmement charmant, extrêmement pittoresque puisque le récit se passe dans la campagne anglaise. On est aux abords de la Tamise, dans une petite ville qui s'appelle Marlow, et on va suivre 3 femmes qui vont lier connaissance dans ce premier tome. Notre héroïne, elle s'appelle Judith, je crois, voilà, Judith Potts. Elle a 77 ans, donc elle n'est pas toute jeune, mais elle est encore extrêmement dynamique et assez excentrique. Elle est portée sur la bouteille et elle est également très portée sur les baignades nues dans la Tamise. Et elle va faire la rencontre eh bien, de la femme du pasteur, qui est une mère de famille dévouée, une Brie Van de Camp à la Desperate Housewives, pour vous dresser un petit peu le portrait de cette ménagère parfaite. Qui va enquêter aux côtés de Judith, et on va avoir un autre personnage féminin qui s'appelle Suzy, qui est un petit peu plus jeune que les 2 autres femmes, qui est promeneuse pour chiens, qui a un caractère bien trempé et qui elle aussi m'a favorablement marquée. Voilà, donc carton plein pour ces 3 personnages principaux. En revanche, et ça fait partie des points un petit peu négatifs, c'est ce qui a aussi valu à ce livre la note de 3 sur 5, j'ai pas franchement accroché aux autres personnages secondaires qui nous ont été présentés au cours du récit. En fait, ce que je leur reproche aux autres personnages, c'est qu'ils sont extrêmement stéréotypés. Et puis on a une succession au cours de l'intrigue de scènes qui sont certes parfois cocasses parce qu'il y a de l'humour, hein, c'est quand même un des ingrédients principaux qui fait d'un Cozy Mystery un bon Cozy Mystery, mais on a des scènes un peu trop rocambolesques, un peu trop tirées par les cheveux.
finalement on n'y croit pas des masses et c'est ce manque de réalisme que j'ai trouvé un petit peu dommage. En revanche, j'ai beaucoup aimé l'enquête, j'ai beaucoup aimé les rebondissements, j'ai beaucoup aimé la résolution que j'ai trouvée tout à fait inattendue. D'ailleurs, pour vous parler en 2-3 mots de l'enquête, eh bien, Judith était en train de se baigner donc dans la Tamise lorsqu'elle a entendu un coup de feu émanant de la maison de son voisin qui a été retrouvé mort, et donc il y a toute une enquête pour savoir qui a pu commettre ce meurtre, voilà, en toute simplicité. Et comme j'ai pu vous le dire, et bien maintenant que j'ai découvert Judith et ses grilles de mots croisés, puisque c'est son métier, hein, elle travaille encore un tout petit peu à l'élaboration de grilles pour des journaux, et bien je n'ai plus envie de la lâcher, je n'ai plus envie de la quitter comme ça, et je serai bien entendu présente au rendez-vous lorsque le tome 2 sortira aux éditions La Martinière. Je me suis ensuite lancée dans une relecture, et avec cette relecture, eh bien, on augmente d'un cran la notation puisque je passe au livre auquel j'ai mis la note de 4 sur 5 au cours du mois de juillet. Vous le savez, depuis l'année dernière, je relis tous les romans de Colleen Hoover. Je suis d'ailleurs presque à jour. Il ne m'en reste plus qu'un seul à relire et je les aurai tous relus. Et au mois de juillet, j'ai décidé de relire Too Late. Alors, Too Late, si vous n'avez pas encore lu de livre de Colleen Hoover, c'est franchement pas le livre qu'il vous faut lire en premier parce qu'il s'adresse réellement à un public averti. Il y a pas mal de trigger warning. On va aborder le thème du viol, on va aborder le thème de l'abus de confiance, l'abus de pouvoir, bref, il y a pas mal de scènes assez sensibles et violentes dans cette histoire. C'est un livre qui ressemble à aucun autre, mais c'est ce qui fait aussi son charme et c'est ce qui explique qu'à l'époque j'avais eu un coup de cœur pour cette lecture. Le coup de cœur n'a pas été réitéré parce que eh bien, l'effet de surprise est passé hein, depuis toutes ces années, et puis aussi et surtout parce que je ne me rappelais pas que réellement ce récit est hyper trash. Voilà, donc un 4 sur 5, mais un 4 sur 5 c'est déjà une superbe note. Ce qu'il faut savoir aussi pour vous brosser un petit peu le contexte d'écriture de ce livre, c'est que Colleen Hoover a rédigé ce livre en même temps qu'elle était en train d'écrire une autre de ses histoires sur lesquelles elle séchait un petit peu. Donc pour rythmer ses journées, elle a écrit Too Late et elle l'a diffusé en temps réel sur une plateforme de type Wattpad, donc où les lecteurs pouvaient lire eh bien un nouveau chapitre dès lors qu'il y en avait un qui était mis en ligne. Et le texte a rencontré un succès immédiat et majeur à tel point qu'il a fini par être publié, et Colleen Hoover, à la fin de son texte, est revenue dessus pour changer le prologue, pour écrire une nouvelle fin, une conclusion un petit peu plus étoffée que ce qu'elle avait pu faire. Et elle a décidé, quand ce livre a été publié, de ne pas remettre les choses dans l'ordre chronologique de l'histoire, mais dans l'ordre chronologique de son écriture. Voilà. Donc il y a des choses à la fin qui ne sont pas forcément dans l'ordre qu'elle aurait pu imaginer. Mais au moins, comme ça, on voit un petit peu son travail d'auteur et de quelle manière elle s'y est prise pour rédiger son roman, ce que j'ai trouvé très intéressant. Alors, de quoi parle cette histoire? On va avoir une jeune femme qui s'appelle Sloane. Elle n'a pas une vie facile et elle vit avec un type qui s'appelle Asa, qui n'est pas du tout fréquentable. Il est dealer de drogue, il vit dans une maison dans laquelle il y a énormément de passages. Et bien de personnes à qui il refourgue sa marchandise et qui eux-mêmes refourguent leur marchandise à d'autres. Voilà, donc Asa c'est plutôt un gros poisson, un gros morceau. Et Sloane, ça fait bien longtemps qu'elle n'aime plus Asa, mais elle reste avec lui parce qu'il a les moyens financiers qu'elle-même ne possède pas pour payer des soins de santé à son petit frère. Voilà, donc elle a besoin de lui, c'est pour ça qu'elle reste engrainée dans cette situation qui lui pèse, mais elle n'en voit pas le bout. Et il va y avoir un autre personnage masculin qui va s'ajouter à l'équation. Ce personnage-là, il s'appelle Carter. C'est un flic sous couverture qui va enquêter pour essayer de mettre un terme aux agissements d'Asa. Et évidemment, il va y avoir une romance qui va s'ajouter à tout ça. Et j'ai adoré les personnages. Même le personnage de Asa, qui est absolument ignoble, est fascinant.
parce que l'auteur a encore une fois le don inouï de dépeindre des caractères, de dépeindre des personnalités d'une manière waouh, on est scotché à ce qu'on lit, on a envie d'en savoir plus, on a envie de comprendre davantage les choses. Et en plus de ça, c'est un récit à point de vue alterné, donc on a de temps à autre le point de vue d'Asa, point de vue qui est très dérangeant parce que être dans l'esprit d'un détraqué, ça n'a rien d'une chose facile. Et mais c'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup apprécié, retrouvé dans cette lecture. Voilà. J'ai énormément aimé toutes les émotions qui m'ont étreinte à la lecture de ce livre parce que c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles. Il y a beaucoup de moments très intenses, il y a des moments où on a presque les larmes aux yeux, tellement il se passe des choses absolument injustes et presque insoutenables. C'est un livre qui a envie de bousculer, c'est un livre qui a envie de déranger et qui réussit très bien. Donc si jamais vous avez pour habitude de lire des romans de Colleen Hoover et que vous n'avez pas encore lu celui-ci, je vous y encourage chaudement. Maintenant, découvrez-la plutôt si vous ne la connaissez pas encore à travers un November 9 ou à travers un Jamais plus, voilà, qui sauront davantage vous émouvoir et vous conquérir à mon sens. Toujours un 4 sur 5, mais là pour le coup je vais pas vous en parler parce que je vous en ai déjà parlé en vlog. Ce roman m'a accompagnée au Puy du Fou avec mon mari. C'est Les Grands Temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Vous le savez maintenant, j'en lis un par an. À chaque fois quand on part en vacances. Et là pour le coup, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été quand même une très bonne lecture. Je passe du coup immédiatement à l'avant-dernier livre de cette vidéo qui m'a là aussi valu un 4 sur 5. C'est un Liane Moriarty. Un peu à l'image de Virginie Grimaldi, j'ai essayé de me le garder pour la période estivale parce que je trouve que c'est une période qui est propice à ce genre de lecture. Donc Liane Moriarty, c'est une auteure qui est australienne, qui écrit des romans qui sont un peu de l'ordre du drame domestique. Ça se passe toujours en banlieue résidentielle, c'est des intrigues un petit peu à tiroir, avec des secrets de famille, avec des choses un petit peu sombres. On gratte un petit peu le vernis pour faire apparaître des choses pas très reluisantes. Ça me fait très penser à chaque fois à la série Desperate Housewives. Donc le un peu beaucoup à la folie ne m'a pas valu de coup de cœur, contrairement au précédent roman que j'ai pu lire d'elle qui était Petit secret grand mensonge, que j'ai lu l'été dernier, que j'ai adoré. Alors dans cette histoire, tout part d'un barbecue, un barbecue qui a lieu entre 3 couples, donc on a 2 couples d'amis et un couple de voisins, que les 2 autres couples connaissent un petit peu moins, mais qui les invitent chez eux pour partager un barbecue. Et il va se passer un truc de dingue, voilà. Sauf que ce truc de dingue, on va l'apprendre vraiment dans le dernier tiers du récit. L'auteur a cette capacité absolument insensée à faire monter la sauce tout du long et à nous rendre la lecture extrêmement addictive. Mais à chaque page, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Je veux savoir, je veux connaître la vérité, je veux savoir ce qui s'est passé à ce barbecue parce que depuis que ça s'est produit, eh bien, les différents couples sont légèrement froids, on sent qu'il y a quelques tensions entre eux, et puis surtout leur vie a complètement basculé. Il y a désormais des problèmes de couple, il y a désormais des problèmes professionnels qui se sont incrémentés à tout ça, alors qu'auparavant, quand débute l'histoire, tout a l'air de rouler. Et j'aime beaucoup la construction narrative, j'aime beaucoup ce schéma-là. En fait, quand commence l'histoire, le barbecue a déjà eu lieu, et on va revenir régulièrement à travers un chapitre sur 2, grosso modo, au jour du barbecue. Et on en apprend à chaque fois quelques petites bribes, mais c'est jamais assez. On se dit, ah non, pourquoi le chapitre se termine là? Je ne veux pas retourner au temps présent, je veux retourner le jour du barbecue pour savoir ce qui va se passer. Et c'était génial, voilà, c'était génial parce que le rythme est absolument enlevé et impossible de lâcher ce livre. C'est un véritable page-turner. Alors certains diront que Liane Moriarty utilise toujours un petit peu les mêmes ficelles, le même schéma narratif. Mais écoutez, c'est une recette qui gagne. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être que si je lisais tous ces romans les uns après les autres, je me lasserais, mais là, en lisant un par an, moi ça me va, mais tout à fait. J'ai adoré me sentir captivée par ce roman, j'ai adoré les retournements de situation, les différents rebondissements, les révélations fracassantes que je n'avais absolument pas envisagées.
Et puis là aussi c'est un livre qui m'a procuré beaucoup d'émotions, qui m'a mis à un moment donné vraiment les larmes aux yeux. Je n'ai pas pleuré mais je n'étais à pas grand chose. J'ai vraiment énormément apprécié ce livre, vous l'aurez compris. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis davantage qu'un 4 sur 5 à cette histoire? C'est parce que, objectivement parlant, j'ai quand même trouvé qu'à un moment donné l'auteur tournait trop autour du pot. C'était trop. C'est ce que j'aimais aimer, mais c'est aussi ce qui m'a fait émettre un bémol à un moment donné, c'est qu'il faut savoir s'arrêter et s'arrêter à temps, voilà. Mais autrement, très belle expérience de lecture et c'est un roman que je garderai précieusement avec moi dans mes bibliothèques. Et il est maintenant temps de vous révéler le livre qui a signé mon coup de cœur du mois de juillet. Ça a été en fait ma toute première lecture du mois. J'ai lu La maison au milieu de la mer céruléenne. C'est sorti en français aux éditions de Saxus. J'aime beaucoup le travail éditorial qui consiste à nous proposer un hardback et quand on enlève la jaquette, on découvre en fait la couverture en version originale. Et j'ai du mal à trancher entre laquelle a ma préférence parce que j'aime vraiment beaucoup les deux. C'est écrit par T.J. Kaloun. J'ai un autre de ses livres dans ma pile à lire, pas sorti aux éditions de Saxus, mais sorti aux éditions MXM Bookmarks, que je n'ai pas encore lu, mais je pense que ça ne serait tardé parce que franchement, je ne connaissais pas la plume de cet auteur, mais je suis réellement conquise par cette lecture. Alors c'est un récit qu'on pourrait qualifier de fantastique, au sein duquel on découvre notre personnage principal qui s'appelle Linus Baker, qui a la quarantaine bedonnante, qui perd ses cheveux et qui fait penser un petit peu à Monsieur Tout-le-Monde. C'est pour ça que j'ai énormément apprécié ce personnage, parce que j'ai trouvé que l'identification était facilement envisageable. C'est agréable quand on n'a pas un personnage qui est absolument exotique, absolument atypique, et quand on a un Monsieur Tout-le-Monde comme ça, je trouve ça assez chouette. Alors c'est un Monsieur Tout-le-Monde, mais un Monsieur Tout-le-Monde qui a un job quand même particulier puisqu'il travaille au sein du ministère de la magie. Là ça m'a fait penser à Harry Potter, mais franchement les comparatifs s'arrêtent là, les deux histoires n'ayant absolument rien en commun. Il n'empêche qu'il y a quand même un ministère de la magie et que le travail de Linus au quotidien, c'est de partir régulièrement en déplacement dans des orphelinats afin de vérifier que les pensionnaires sont bien traités et que les différentes règles sont suivies, puisque ce sont des pensionnats, des orphelinats en fait, où les pensionnaires ont des pouvoirs magiques, ou sont des créatures voilà, dotées de capacités hors du commun. Et un jour, Linus va être envoyé par sa hiérarchie dans un orphelinat de niveau 3 ou 4, je crois. Bref, c'est un orphelinat qui est extrêmement surveillé parce que les pensionnaires sont des créatures très rares et considérées comme étant très dangereuses. On a d'ailleurs, quand on retourne le livre, une galerie de portraits qui nous permet de voir un petit peu les différents élèves et le directeur de l'orphelinat. Et notre Linus Baker adoré qui est de dos, donc ça aussi j'ai trouvé ça chouette de ne pas voir son visage, parce que je trouve que c'est très malin de la part de l'illustrateur d'avoir procédé comme ça, de telle sorte que ça permet encore plus l'identification. Voilà, et ça renforce ce sentiment que cet homme, ça peut être n'importe quel type de 40 ans, voilà. J'ai adoré la galerie de personnages. Alors Linus, je vais peut-être pas y revenir, mais bon, elle est quand même encore un tout petit peu, mais je trouve que c'est un type qui possède une bonté absolument incroyable, une gentillesse et une compréhension à toute épreuve. Au départ, on peut imaginer qu'il est un petit peu niais, mais réellement, les doutes sont gommés très vite parce qu'il est bien plus intelligent qu'il peut le laisser supposer au premier abord. Il est très perspicace et c'est vraiment un personnage qui m'a favorablement conquise dans l'histoire. J'ai aussi beaucoup apprécié les différents petits pensionnaires, ce sont des enfants qui sont tous différents et c'est que des créatures qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer dans des récits fantastiques, donc c'était vraiment très chouette. Il y a, pour ne vous citer que lui, le Lucifer, voilà, donc Lucifer qui se fait appeler Lucie, donc au départ on ne sait pas trop qui est Lucie, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon, et puis très rapidement voilà, c'est Lucifer, c'est le diable en version enfant, mais le diable tout de même qui promet le chaos sur terre, qui promet d'égorger absolument tout le monde, et en fait on va découvrir
que les apparences sont trompeuses, et c'est vraiment un petit peu le leitmotiv de cette histoire, c'est qu'il faut pas rester sur ses premières idées, il faut toujours creuser plus loin, chercher plus loin. Pour trouver, là en l'occurrence, un petit garçon extrêmement sensible et désespérément en quête d'affection et d'attention. J'ai tellement aimé. En fait, c'est rempli de bons sentiments cette histoire. C'est très bien écrit, c'est très immersif, vraiment. On s'y croit, voilà, on s'y croit. Moi, j'avais l'impression vraiment d'y être, d'être dans cet orphelinat, d'être dans ce cadre absolument paradisiaque. Et, euh, et oui, c'est mignon. Ce livre prône la bienveillance, la tolérance, plein de beaux messages comme ça. Il y a une romance homosexuelle dans cette histoire. C'est pas quelque chose que j'ai forcément l'habitude de trouver dans mes lectures, donc pourquoi pas. Je n'y suis absolument pas opposée. Et puis j'ai trouvé que ça marchait tellement bien en fait. Maintenant que j'ai lu ce livre, j'ai vraiment envie de lire tous les autres livres de T.J. Klune. J'ai trouvé que c'était adorable, avec cet aspect fantastique que je chéris tant. C'est franchement un livre que je peux vous conseiller, mais les yeux fermés. C'est un livre qui vous donnera immanquablement un beau sourire aux lèvres. Et du coup, c'est avec cette lecture que s'achève cette vidéo. Finalement, ça a été un peu compliqué pour moi au début de me remettre en jambes, parce que le côté frustrant de devoir retourner 2 fois le même contenu. Mais écoutez, après je me suis laissée aller par ce que je pouvais vous raconter, et puis finalement c'est passé tout seul, donc tant mieux. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me signaler si vous avez lu certains livres dont j'ai pu vous parler dans cette vidéo, ou si je vous ai donné envie d'en découvrir certains, ça m'intéresse toujours beaucoup. Je vous souhaite de passer une très belle journée, et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!